Je fais la vidéo dans ma maison parce que aujourd'hui, comme bien des jours en Suède, ces temps-ci, ils ventent. Et cette vidéo porte sur la conférence que j'ai donnée en juin, euh, qui porte le titre Le chaos, l'amour, la vie, la fête. L'une des choses que je veux dire au sujet de la conférence en juin, puis entre autres du 24 juin, fêté à Beauceville, c'est que j'ai réalisé que le grand nombre que nous étions à plusieurs endroits fait ressortir l'impression que c'est le cœur qui nous unit. Notamment le 24 juin, j'ai vu sur place des gens qui n'ont pas la même vision des choses. Certaines personnes qui venaient, entre autres, au nom d'une organisation ou au nom d'un parti politique, par exemple. Sachant que je remets en question la représentativité en politique, le système érigé sur la base de partis qui sont supposés nous représenter. Et j'opte davantage pour un petit système où à la base, c'est des individus qui sont en lien direct avec d'autres et qui peuvent créer ensemble sans qu'on leur impose aucune règle de fonctionnement. Mais ça me fait sourire parce que je me suis dit, ah, ces personnes-là qui sont présentes et qui n'ont pas peut-être la même opinion que moi, la même vision, sont venues avec cette capacité d'aimer, cette volonté d'aimer, de faire le bien. Et c'est d'abord ça que j'ai vu dans ces rassemblements, des gens aimant cette force de chaque personne réunie avec d'autres, cette base solide d'une pyramide qui, quand on monte en hauteur avec ses statuts, ses étiquettes, ses représentants, cette autorité avec des guillemets, parce que pour moi, c'est pas une autorité naturelle, ben, elle n'a très peu d'importance à côté du cœur de chacun. Quand je donne une conférence, je parle vite, puis je dis beaucoup de mots, mais en fait, je crois qu'il y a très peu de mots qui peuvent résumer ma pensée. Et c'est peut-être même l'absence de parole qui résume le mieux ce que je ressens quand je vois chaque personne réunie pour fêter ensemble, avec cette ouverture d'esprit de considérer que les opinions qu'on a, les visions qu'on a du monde sont influencées par l'information. Et cette information n'est pas aussi importante que la vie, l'essence, l'essence qui est l'amour, qui est notre force de vie et dont je vais parler un peu aujourd'hui. Disant que pour moi, il y a deux expériences parallèles. La première expérience que je peux mentionner, c'est celle d'être consciente de ce qui se passe dans le monde ou de ce qui est montré sur ce qui se passe dans le monde, parce que pour moi, il y a une différence. Ce qu'on nous montre, c'est pas toujours ce qui se passe dans le monde.
Et c'est certainement pas l'essentiel. Alors, dire que je suis consciente des sujets géopolitiques, économiques, des mensonges sur le plan de la médecine, de la propagande psychologique. Je suis consciente de tout ça. Ça peut rassurer certaines personnes qui pensent que parce que je parle pas des élections au Canada, en France ou aux États-Unis, parce que je parle pas des guerres qui ont lieu au Moyen-Orient, en Ukraine, de la situation en Afrique, parce que je parle pas de ce qui se passe sur le plan social, culturel, toute cette propagande au sujet des genres, au sujet de la criminalité, des abus sur les enfants, sur les femmes, parce que je parle pas des musulmans. Pour moi, c'est important en passant de mentionner ce mot-là parce que justement pour vous montrer comment je suis consciente que ça existe, que ça circule dans les médias, mais surtout, je suis consciente de ce qui est peut-être inconscient pour certains, qui est quelles sont les stratégies psychologiques, sociales qui sont derrière ça pour nous diviser et nous faire peur. Et c'est pour ça que je parle des musulmans ici, parce que je vois bien l'effet que peut avoir l'immigration massive et je peux comprendre aussi les intentions qu'il y a derrière cette immigration ou du moins l'effet que ça peut avoir sur nous et contribuer au conflit, aux guerres éventuelles. Donc, je suis consciente de ce qui se passe et de ce qui est montré, consciente qu'on peut devenir aussi, lorsqu'on en parle publiquement, peut devenir des acteurs de la division et des agents de peur. Et pour moi, la grande question maintenant, quand on est conscient de ça, c'est de savoir comment on fait circuler à notre tour l'information sans sans contribuer à la division et sans contribuer à la peur. Vous voyez, j'ai eu le sentiment, à un moment donné, que nous étions des agents, nous aussi, qu'on nous avait utilisés et qu'on continue de nous utiliser pour créer la peur et la division. Alors ça, j'en suis consciente et je choisis souvent de parler ou de parler plus d'autres choses parce que, à mon avis, derrière tout ce qui se passe et ce qui est montré, le, le but ultime, c'est de nous éloigner de la vie qui est l'essentiel, et de la vie qui comprend à la fois la vie en nous et la vie autour de nous. Et dans cette vie, il y a notre réel pouvoir, notre puissance incroyable. Et en nous éloignant de ça, en nous divertissant constamment, ben on nous empêche, bien qu'on est libre de le faire, hein, on nous empêche de connecter à cette puissance-là. Alors, je parle de la vie parce que d'une part, je la redécouvre. C'est l'autre sujet qui est en parallèle à cette conscience que j'ai, là, de ce qui se passe et ce qui est montré. Je sais pas si vous voyez que je fais toujours, j'essaye de mentionner les deux pour bien nous faire comprendre que ce qui est montré, ce l'est pour une raison et c'est pas nécessairement ce qui se passe. Ou si ça se passe pour certaines intentions. Et donc, je reviens à la vie parce que je me dis que ça en prend pour parler de ce qui est important, bien que ce soit pas populaire en ce moment, jusqu'à tant que par nécessité, on y revienne.
à cette vie. Donc, je vais vous en parler aujourd'hui, de la vie, entre autres, dans cette conférence. Entre ma conscience de ce qui se passe ou ce qui est montré et ma découverte ou redécouverte de la vie, il y a toutes ces personnes que je rencontre, que ce soit en Suède, dans un road trip en Europe, au Canada, au Québec, dans une tournée. Toutes ces personnes que je rencontre et celles que je ne rencontre pas et dont on parle entre autres dans les médias, toutes ces personnes ont une capacité d'aimer et une volonté d'être aimées. Et c'est entre autres ce qui les guide dans ce qu'ils font, ce qu'elles font plutôt, là. Et ça peut être choquant pour certains d'entendre que je reconnais en chaque personne, même celles qui ont fait souffrir bien des gens, je reconnais leur capacité, leur volonté d'aimer et d'être aimé, qui est la base de chaque humain. Et cette capacité, cette volonté est canalisée, manipulée. Et je crois que l'un des objectifs, l'un des buts qu'on peut avoir sur Terre dans cette période qu'on vit, c'est de voir ça, d'être conscient de cette capacité d'aimer en chacun, au-delà des opinions, au-delà même de ce qu'ils font. Et là, je pense autant aux chefs politiques qui prennent des décisions dévastatrices, aux chefs d'entreprise, qu'à mes proches qui font des choix qui sont pas bons pour leur santé, par exemple, qu'à moi-même. Si on est capable, ou quand on sera capable de voir l'amour d'abord et avant tout, de ressentir cet amour pour chaque personne au-delà de nos opinions, je crois qu'on sera ailleurs. Et je crois que c'est vers là qu'on s'en va. Il y a tout un mouvement dont je fais partie, dont chacun fait partie, puis on est rendu à des endroits différents sur ce chemin-là. Et j'espère contribuer à l'avancée, à notre avancée vers ce point où ce qui prône, c'est cet amour, c'est cette vie, plus qu'un un jeu de société. Alors, je commence avec le premier thème de ma conférence qui est le chaos, en vous posant une question. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir vécu un chaos, de vivre un chaos présentement ou récemment ou dans le passé? C'est-à-dire que avez-vous eu un moment où vous étiez confus, perte de repères, pas savoir quoi penser et peut-être aussi avoir peur de l'avenir? Et quand on vit un chaos, on peut avoir le réflexe d'aller chercher de l'information pour retrouver un équilibre, un sens à tout ça, pour se rassurer, pour comprendre. Mais avez-vous le sentiment que l'information que vous recevez, elle est insensée, elle est surréaliste? Alors on dit que le chaos, c'est le néant avant la création. Et cet état de néant, on se sent comme dans... Il n'y a rien, c'est un vide.
on veut pas prendre l'information qui nous apparaît insensée, puis en même temps, il y a rien, il y a rien qui nous amène nous apporte un sens à notre vie. Et dans ce temps-là, il y a comme une nécessité, on est comme forcé de penser par soi-même. C'est un mal pour un bien. De penser par soi-même ou de penser en dehors de la boîte, comme on dit, outside the box. Ou de penser comme si on n'avait pas été conditionné. Parce que, bon, depuis l'enfance, on est conditionné, formaté, programmé. Choisissez le mot qui vous convient, mais je crois que vous savez ce que je veux dire. Le conditionnement ou le formatage ou la programmation, c'est de penser d'une certaine façon, de voir les choses d'une certaine façon et même d'agir d'une certaine façon qui ne correspond pas à notre nature. Et c'est ça qui est très particulier, c'est que on nous a appris que si on pensait ou si on agissait selon notre nature, ce serait le chaos. Il faut surtout pas parce que ça va être l'anarchie, ça va être la violence et donc le chaos. Et penser par soi-même, c'est être libre dans sa tête. Et il n'y a pas si longtemps, là, 5 ans à peu près, c'était interdit de penser par soi-même. C'était interdit de dire ce qu'on pense. Et quand je dis interdit, c'est qu'il y avait même des lois qui venaient avec des amendes, des punitions, si on disait ce qu'on pense, si on pensait par soi-même. Et c'était interdit d'aimer dans un sens parce que il y a un geste tout naturel qui aurait été d'aller secourir, d'aller aider, d'aller dire un dernier adieu à des aînés, à nos grands-parents, puis c'est interdit de le faire pour les protéger. C'était interdit de vivre à la limite parce que on nous disait restez chez vous, surtout allez pas marcher dans les parcs, c'est dangereux, allez pas laisser les enfants jouer dans des modules, allez pas faire du sport, allez pas faire ce qui est bon pour votre santé, c'est un peu ça le message, interdiction de faire plusieurs choses qui auraient contribué à notre vie pour nous protéger. Et enfin, ben, c'était évidemment interdit de fêter, de se rassembler, je vous donne des exemples, chanter dans un chœur. Chanter, il y a une expérience dans le fait de chanter dans un chœur que j'ai déjà vécu quand j'étais jeune, mais plus maintenant, là, mais c'était interdit parce qu'on était trop collés, là, de chant. C'est interdit de danser debout. Je sais pas pourquoi. On aurait pu danser assis, je pense que ça c'était permis, mais debout, c'était pas permis. Et c'était surtout interdit de se rassembler, de se rencontrer, de voir des gens. Malgré les lois, il y en a qui se sont rencontrés. Il y en a plus qu'on pense, en fait. Il y a eu des rassemblements plus ou moins discrets. Il y a des gens qui ont ouvert leurs portes d'arrière, vous savez, en arrière de la maison, pour laisser entrer l'ami de leur enfant. Ou qui ont caché les voitures pour pouvoir partager un repas avec des amis qui en avaient bien besoin, qui ont fait ce que leur cœur leur disait. Et il y a des gens qui se sont rassemblés carrément pour fêter Noël, pour faire des spectacles de chant, de poésie, et j'en passe, là. Il y a bien des exemples de rassemblements. Et à travers ça, c'est ce qui m'apparaît le plus important, il y a des gens qui ont rencontré de nouvelles personnes. Ils ont développé des amitiés durables qui sont encore bien présentes et qui les aident à ne pas se sentir seuls et ne pas se sentir fous. Et dans les conférences que je donne, je me sers de moi comme d'une excuse, en fait, pour qu'on se rencontre et toujours avec cette intention-là de briser l'isolement. Et puis on fête, on mange ensemble parce que c'est l'essentiel. Ces liens qu'on a entre nous, ce qu'on fait ensemble. Et même, je crois que
qu'éventuellement, je me sentirais plus utile si je me présentais, pas pour parler, mais pour faire avec vous un jardin, une construction, n'importe quel projet qui nous ramène à la vie, à cette aptitude qu'on a de faire bien des choses, par exemple. Deuxième partie sur l'amour. Alors, c'est toujours mon intention de vous rapporter ce dont j'ai parlé dans ma conférence donnée en juin 2025, avec quatre thèmes, le chaos, l'amour, la vie et la fête. Et puis, j'ai parlé du chaos dans une vidéo précédente. J'ai changé d'endroit parce que je me dis ça va vous permettre de reconnaître ou de différencier plutôt là, les parties de la conférence. Ben, en fait, je suis dans ma cuisine. Puis ici, ben, je vais vous montrer. C'est ce que j'ai sur le balcon, la galerie, là, au patio. C'est les lupins qui, quand je suis revenue, donc je me trouve à être à la fin juin, ben les lupins sont pas mal, sont moins en fleurs qu'ils étaient. C'est quand même beau. Voilà. L'amour. Je vais faire le thème de l'amour dans ma cuisine. En commençant par vous poser une question, qu'il y a un lien direct avec l'amour. Est-ce que vous croyez qu'on est on va dire un esprit, une âme, ou une conscience? Encore une fois, les mots, j'aime pas qu'on s'enfarge dans les mots. Les mots, ça peut nous aider, mais ça peut nous nuire aussi dans nos interactions. Alors, croyez-vous qu'on est, encore une fois, c'est un mot, mais est, ça peut être EST, que nous sommes une conscience que nous avons, AIT, qu'on est, une conscience ou une âme ou un esprit, ou même que l'on est, NAIT, comme naître au-delà de notre corps physique. Et je devine votre réponse. La plupart d'entre nous, on croit que l'on a ou que l'on est avec une conscience. Et si tel est le cas, logiquement, puis là, je vais prendre des raccourcis, dans notre court passage sur Terre, ce qui devrait être important, essentiel, c'est notre démarche à nous, à chacun de nous. C'est-à-dire que si on est une conscience, l'autre a aussi ou est aussi une conscience, ou même peut-être que l'autre est une partie de notre conscience, ou peut-être que nous sommes une conscience, une seule et vaste conscience qui comprend tout. Mais dans ce cas, peu importe, ce qui est important, c'est notre démarche à nous, qui peut influencer celle des autres ou pas. Et cette démarche qui compte le plus, c'est sans doute de vivre sainement, de contribuer à la vie et d'aimer. D'aimer parce qu'il y a tellement de témoignages à ce sujet-là, entre autres des personnes qui font une expérience de mort imminente, qui reviennent à la vie, et même ceux qui souffrent beaucoup sur Terre ou qui vivent une expérience de conscience modifiée, reviennent pour la plupart à cette notion, cette expérience d'amour. Alors, ce qui compte le plus, c'est d'aimer, puis d'aimer encore plus. Les gens qui meurent et qui reviennent à la vie, ils disent que l'on est notre seul juge sur ce qu'on fait sur la terre et entre autres, ce qui est important, c'est d'aimer le plus, le mieux possible. Voilà. Mais l'amour, comme tout le reste, a été conditionné, programmé, formaté. C'est-à-dire qu'on nous a dit quoi penser sur l'amour et comment aimer. Je parle de l'amour parce que
le dernier livre que j'ai publié, qui est disponible sur mon site, lucimandeville.com. Cherchez-les pas dans les librairies. Tous mes livres sont disponibles sur mon site, lucimandeville.com, ce qui me permet de ne pas prendre de profit sur mes livres. J'ai décidé de ne pas être plus riche que je le suis. Je le suis assez. C'est OK. Je crois que la croissance économique, elle est à l'inverse de la croissance personnelle et sociale. On vit encore dans ce monde d'argent, évidemment, parce que les ressources appartiennent à des gens, à des organisations, et ça n'a aucun sens quand on y pense pour vrai de transiger avec un intermédiaire pour accéder à des ressources naturelles qui nous permettent de vivre. C'est Jean-Jacques Rousseau qui disait les fruits appartiennent à tout le monde et la terre, elle, appartient à personne. Tout le monde peut manger sur cette terre. C'est pas, je vais rajouter ça, c'est pas naturel que les ressources appartiennent à des individus. Alors, je reviens à l'amour. J'en parle parce que c'est ça. Dans le livre que j'ai intitulé Flop, je parle de l'expérience et puis je dirais, les réflexions ou les remises en question que j'ai eues suite à mon travail auprès de couples qui éprouvaient des difficultés. Comme psychologue, j'ai accompagné des adultes, mais aussi des couples. Et ça m'a amené à remettre en question ce que je pourrais appeler l'amour conditionné. L'amour tel qu'on nous l'a appris. Alors, je vais vous mettre en contexte pour vous en parler. C'est un petit résumé. Dans le livre, il y a tout plein d'exemples qui sont donnés de personnes que j'ai accompagnées, tout plein de questions que je pose ou de perspectives à la fois drôles et puis lucides au sujet de l'amour qui nous amènent à réfléchir puis au bout du compte, prendre des décisions pour soi et penser par soi-même. Alors, j'ai appelé ça flop pour une raison que je vais vous expliquer en commençant par vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez que j'entendais le plus souvent dans un bureau de psy avec deux conjoints qui éprouvent des difficultés devant moi? Quelle phrase j'entendais le plus souvent? C'est de sa faute. C'est de sa faute. Puis l'autre répliquait, non, c'est de sa faute. Puis ça envoyait la balle comme ça. Puis si bien que j'ai appelé ça des parties de ping-pong. Ça pouvait durer assez longtemps. C'est intéressant comme psychologue de voir comment interagissent des conjoints. Ça nous permet de comprendre les difficultés. Et ces parties de ping-pong étaient instructives pour moi. Alors, bon, c'est de sa faute, mais le message, je pense qu'on peut retenir de tout ce livre-là, c'est que en fait, c'est la faute à personne. Puis quand je dis ça, il est possible que je vous fasse réagir. Parce que vous avez peut-être vécu des relations dans lesquelles vous vous disiez c'est de sa faute ou c'est de votre faute, mais c'est de la faute à personne. Parce que, écoutez, sur le plan statistique, en ce moment, il y a au moins 50% des couples qui échouent. C'était le cas avant la dite pandémie et là, on peut bien penser que les statistiques ont augmenté, c'est-à-dire qu'il y a encore plus de personnes qui ne réussissent pas en couple ou qui ne réussissent pas à trouver un conjoint ou qui ne veulent pas trouver de conjoint. Et quand vous vivez un premier échec et que vous vous engagez avec un nouveau conjoint qui a des enfants ou vous en avez, le taux d'échec est de 70% au moins. En fait, c'est un flop de société. C'est pas de votre faute dans le sens que s'il y avait 95% des couples qui réussissaient et que vous êtes dans le 5% des gens qui ne réussissent pas à vivre en couple, ben, on aurait raison d'aller voir en vous ou en l'autre qu'est-ce qui va pas. Mais là, quand c'est la majorité des gens, c'est décidément parce que le modèle de l'amour conditionné qu'on essaie de vivre, ben, il fonctionne pas. Ça marche pas. Parce que c'est basé sur un grand nombre d'idées
qu'on a, on va imaginer notre boîte, là, une boîte d'informations qu'on a reçue, qui a conditionné notre amour. Eh bien, cette information-là, elle est en grande partie erronée. Et c'est pour ça que ça marche pas. Je vais expliquer un certain nombre de choses qui me permet qui va, j'espère, vous permettre de mieux comprendre les difficultés qu'on éprouve en couple. Mais avant, je vais vous partager trois exemples de personnes qui sont venues me consulter, qui avaient des difficultés en couple pour pouvoir ensuite relier ces exemples-là ou tirer de ces exemples une proposition d'explication. Alors, une première personne me consultait, elle avait 45 ans et dans sa vie, tout allait bien, là, pour vrai, mais elle me consultait pour une raison, mais elle avait, bon, un vécu sur le plan professionnel assez exceptionnel, je vous dirais. Elle a été aimée de ses clients, elle se donnait beaucoup à sa profession, elle était très valorisée là-dedans, il mettait beaucoup de temps. Elle avait des amis qu'elle rencontrait régulièrement, qu'elle aimait beaucoup, qui se soutenaient. Elle avait une relation particulière avec sa mère, particulière, mais très positive et saine. Donc, elle avait un soutien là aussi, mais comme ça allait pas, c'était sur un point très particulier, qui est qu'elle était une vieille fille, comme on dit. À 45 ans, elle n'avait jamais fréquenté d'homme. Son mal-être était relié à cette idée qu'elle ne voulait pas mourir seule. Alors, on a fait un processus que je vous résume là, très, très rapidement. Processus qui nous a amené, en fait, à comparer l'idée qu'elle avait et qui lui venait de cette boîte dans laquelle il y a de l'information qui nous conditionne, l'idée qu'il fallait ou que l'idéal était de mourir avec un compagnon. Cette idée venait sans doute de tout ce qu'elle avait lu dans les contes, dans les livres, dans les films. Et on a comparé cette fantaisie à la réalité. Et bon, je ne sais pas si vous savez, ça existe beaucoup, ça, deux personnes âgées qui ont vécu toute leur vie et qui meurent ensemble. Ça existe à peu près pas. C'est- C'est-à-dire que bien souvent, les femmes meurent seules parce que les hommes meurent avant. Donc, c'est très intéressant comment son mal-être était basé sur une fantaisie qui n'existe pas, basée sur les informations qu'elle a reçues. Un autre exemple qui est à l'inverse, j'ai reçu une femme jeune avec des enfants qui vit avec son mari dans la même maison et qui vit une relation platonique avec son mari. C'est pas, son mari est un bon père, mais il se passe rien entre eux. Et elle a une fantaisie qui est celle de vivre seule dans sa maison avec son mari pas trop loin dans une autre maison, avoir la garde partagée des enfants. Mais quand elle a cette fantaisie dans mon bureau, elle se met à pleurer et se culpabiliser, se taper sur la tête en se disant, je devrais pas avoir cette idée. C'était assez impressionnant, même la réaction émotive face à une fantaisie. Alors j'ai envie de vous poser la question, est-ce que cette personne, elle avait raison de se taper sur la tête pour avoir une fantaisie comme celle-là? Et est-ce que l'autre personne que j'ai rencontrée, qui n'avait pas fréquenté d'homme, avait raison aussi de vivre une telle détresse en lien avec l'idée de, ne- de, de mourir seul? Et là, je vais vous tester parce qu'on est très conditionné. C'est possible que vous ayez réagi en disant, ben non, ils n'ont pas raison de s'en vouloir. Mais il y a une partie de nous conditionnée. On résiste intérieurement parce qu'on est conditionné aussi avec les mêmes idées. Nous aussi, on aimerait mourir avec un compagnon et nous aussi, on aimerait vivre une relation idéale sur tous les points avec notre compagnon ou notre compagne. Et je vous teste parce que j'ai un autre exemple d'une personne qui est un artiste et qui préfère la compagnie de son piano, on va dire, un pianiste, qui préfère la compagnie de son piano à la compagnie d'autres personnes, d'autres en fait, de femmes ou d'hommes. Il ne retrouve pas dans la compagnie avec un homme ou une femme le même sentiment de bonheur et à la limite d'amour
qu'il a avec son piano. Et là, quand je vous dis je vous teste, est-ce qu'il a raison de se trouver bizarre? Est-ce qu'il a raison de s'en vouloir, puis de vouloir changer les choses absolument, puis se trouver un compagnon ou une compagne qui va prendre plus d'importance que son piano? Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme réaction à l'intérieur de vous, mais il est possible que vous vous dites, cet homme-là ou cette femme a un problème en lien avec ce que vous pensez de l'amour et comment on devrait vivre notre... Ah, voilà. Je vais reprendre tout ça, puis je vous propose mon explication, qui est en même temps une façon pour nous d'apprendre à, un, se poser des questions et se déconditionner peu à peu. Une des premières choses que je dirais sur les fameuses parties de ping-pong, qui sont, j'ai envie de dire, qu'on reproduit non seulement dans nos relations amoureuses, mais aussi sur le plan politique, par exemple, ou dans tous les domaines où on est en relation avec des gens, que ce soit directement ou indirectement, sur le plan politique, quand, par exemple, on a une relation indirecte avec un chef politique qui prend des décisions pour nous. Imaginez que, on interagisse, je vais le montrer avec mes mains, là, sur un plan horizontal, en considérant que c'est toujours de notre faute ou de la faute de l'autre, si on vit des problèmes. Et ce plan horizontal, il se situe à l'intérieur de la boîte d'informations. Les informations qu'on reçoit visent à ce qu'on reste sur un plan horizontal sans jamais questionner le conditionnement de ces informations sur nous. C'est-à-dire, on pense vraiment que c'est nous ou que c'est l'autre qui crée nos problèmes, sans réaliser que nous ou l'autre, on a été conditionnés par les informations. Et c'est pour ça qu'on agit d'une certaine façon. Alors, on se culpabilise ou on accuse l'autre. C'est vraiment un système de culpabilisation et d'accusation qui fait en sorte qu'on reste dans la boîte et qu'on reste conditionné. Et pour moi, là, il se trouve un enjeu très important. Tant que vous vous en voulez ou que vous en voulez à l'autre, encore une fois, que l'autre soit votre compagnon de vie avec qui ça va pas bien ou votre compagne de vie, ou que ça soit un chef politique qui a pris des décisions, tant que vous l'accusez, vous ne sortirez pas de la boîte. Et jusqu'à un certain point, la boîte est faite pour ça. Le jour où on réalise qu'on se fait tout savoir par l'information, on cesse un peu d'en vouloir à l'autre ou d'en vouloir à soi. Et on commence à regarder là où vient vraiment le conditionnement, par exemple. On nous dit reste conditionné. Seul si tu es conditionné, on va pouvoir vivre en société sans chaos. Mais vivre de façon conditionnée ou, dit autrement, de façon aliénée, c'est-à-dire ne pas être selon notre nature, ça crée des symptômes, ça crée des maladies. De façon chronique, on ne peut pas rester conditionné sans qu'il y ait une conséquence négative, parce que c'est pas dans notre nature. On force les choses. Ces symptômes-là, on les voit apparaître en relation de couple. On voit des femmes, des hommes être déprimés, dépressifs, anxieux. On les voit avoir le réflexe, la tendance à consommer de la nourriture, consommer des biens matériels, consommer sur le plan virtuel, être sur des écrans pour consommer toutes sortes de choses qui passent, comme de la pornographie. On les voit, des gens qui vont dire fuir dans la consommation. Et ce que je rajouterais à ça, tu sais, il y a un premier point, l'écart entre notre être naturel et notre être conditionné crée les problèmes, crée des symptômes. Et comme deuxième point, la boîte d'informations va nous proposer des compensations pour nous garder conditionnés. Qu'est-ce que c'est les compensations? Des théories d'abord.
des théories psychologiques qui visent à expliquer pourquoi tu ne peux, pourquoi c'est difficile pour toi d'être conditionné et faire reposer la faute sur toi ou sur tes parents ou sur l'autre. Il y a toutes sortes de théories, entre autres reliées au passé, pour essayer d'expliquer pourquoi c'est pas possible pour toi. Pour toi, c'est ta faute ou c'est la faute de l'autre de rester conditionné, alors que c'est impossible dans les faits. Il y a non seulement des théories, mais il y a aussi des spécialistes. On vous envoie vers des sexologues, vers des psychologues. Il y a des trucs qu'on vous donne. Essayez ça, essayez ci. Il y a des trucs, il y a des techniques, il y a des appareils, il y a des petites pilules pour vous aider à bander. Je vais vous donner une métaphore ici pour comprendre cet écart entre l'être conditionné et l'être naturel. Je ne sais pas si vous avez fait de la chimie quand vous étiez au secondaire. On nous faisait mettre des produits dans des éprouvettes. Il y a des produits qui, ensemble, créaient des réactions, puis d'autres qui n'en créaient pas. Alors, imaginez un produit X qu'on met avec le produit Y, puis là, on le voit, waouh, ça fait une réaction, ça bout, ça fume. Mais le même produit X avec le produit Z, par exemple, ça fait rien. C'est assez particulier, puis on l'a devant les yeux, puis quand on est adolescent, ben, on aime bien voir des choses plutôt que de se les faire expliquer de façon théorique. Alors, on dit que la chimie ne ment pas, mais nous, les humains, on peut mentir. Alors, imaginez que sur le plan des relations amoureuses, vous êtes le produit X et vous vous fiez à l'information qui circule dans la boîte de conditionnement et cette information vous donne un certain nombre de critères pour choisir votre partenaire. Et vous le choisissez en fonction de ces critères-là, puis ça donne que c'est le produit Z qui correspond aux critères. Mais le produit Z dans l'éprouvette avec vous, ça fait flop. Il n'y a rien qui se passe. Alors, c'est là qu'on vous propose des petites pilules, des spécialistes pour changer une chimie qui ne peut pas être changée. Voyez comment c'est compliqué les relations humaines, alors que la nature nous donne une information sur la chimie de nos corps, entre autres. Et tout ce qui est proposé vise à nous garder conditionnés et refuser de reconnaître notre nature. Il y a un deuxième exemple que je peux vous donner pour vraiment comprendre que le problème réside dans l'écart entre la nature et l'être conditionné. C'est celui de la météo, on va dire. Imaginez que vous vous levez un matin et que vous savez pas comment vous habiller, alors vous allez mettre le nez dehors, puis oh, vous sentez que pour vous, en tout cas, la réaction que ça crée, c'est il fait froid, ça vous dit de, il fait froid, en fait, vous avez froid, ça vous dit de vous habiller chaudement. Mais que avant de vous habiller, d'une manière ou d'une autre, vous entendez la météo, vous voyez la météo, quelqu'un vous en parle et ça vous dit, habillez-vous légèrement, il va faire chaud aujourd'hui. Et vous obéissez à l'information de la météo, un peu comme on se soumet à l'information qu'il y a dans cette boîte-là. Et là, vous vous habillez légèrement et à la fin de la journée, vous avez attrapé le rhume. Parce que votre corps, ce jour-là, qui était peut-être plus fragile, vous disait habillez-vous chaudement. Vous l'avez pas fait, vous avez obéi, respecté, cru que l'information était plus sensée que ce que vous disait votre nature, votre corps. Et c'est comme ça que vous avez eu le rhume. Vous avez attrapé une maladie. Ah, voyez, c'est ce que j'essaie d'expliquer. On nous a mis dans la tête de ne pas respecter notre nature parce que ça allait créer le chaos, l'anarchie, l'exploitation et tout ça. Mais notre nature nous donne de l'information. Et les problèmes qu'on va développer reposent sur le fait qu'on se maintient et on est maintenu dans notre être conditionné. Ce qui va jouer en plus, et c'est le troisième point que je vais apporter, ce qui contribue à nous maintenir dans l'aliénation, dans le conditionnement, c'est les jugements. Alors imaginez que dans la boîte d'informations, pour réussir à ce que cette boîte reste intacte et qu'on n'ait pas envie de sortir, qu'on n'ait pas envie de retourner vers notre nature, on va faire circuler des jugements les uns par rapport aux autres, soit par rapport à soi aussi. Les jugements avec des mots, des étiquettes, des préjugés, des phrases toutes faites, des idées.
qui font en sorte qu'on va mépriser notre nature. Vous avez vu passer des mots égoïstes, tout ce qui finit en iste, complotiste, extrémiste. Vous en avez certainement, là, plus qui m'en vient en ce moment, mais ces étiquettes et ces jugements qui sont encouragés par la culture, par l'éducation, maintenant par la politique, par les médias, et qui visent à nous maintenir dans la boîte de conditionnement. Alors, pour terminer sur l'amour, je vais toucher à deux thèmes, ou en tout cas deux perspectives sur un thème qui est délicat. Alors, vous savez que dans le monde, en ce moment, c'était comme ça dans le passé, mais c'est encore en ce moment, chez différents peuples, dans différentes régions du monde, il y a ce qu'on appelle la monogamie et la polygamie. C'est présent même en ce moment. Il y a des sociétés patriarcales, il y a des sociétés matriarcales, et il y a, j'ai parlé de la polygamie, qui est un homme qui a plusieurs concubines, ça existe. Et existe aussi la polyandrie. C'est une femme qui a plusieurs concubins. Tout ça existe en ce moment. En Occident, la polygamie est interdite par la loi. Quand vous souhaitez devenir un nouvel arrivant, quand vous êtes un nouvel arrivant et que vous souhaitez être accepté par un pays en Occident, on vous dit que la polygamie est interdite. Quand vous vous mariez, il est possible que sur votre contrat de mariage est indiqué que la polygamie est interdite. Sur les contrats de mariage, du moins en France, c'est aussi permis. Par contre, je veux dire, c'est permis de ne pas vivre dans la même maison. Et j'ai vu passer aussi sur un contrat de mariage que c'était obligatoire d'avoir des relations sexuelles avec son conjoint ou sa conjointe. C'est vraiment étonnant comment la loi s'en est mêlée. La loi s'est mêlée de nos amours. Et je reviens à la polygamie. Cette loi sur la polygamie qui est interdite, elle est supportée par des informations qui circulent dans la boîte. Ce que vous avez reçu depuis que vous êtes petit, jusqu'à maintenant, toutes les images, les reportages, les documentaires, les témoignages que vous recevez visent à discréditer la polygamie, à la présenter comme un mal, comme une façon d'exploiter la femme. C'est vraiment ce qu'on a en tête en Occident. Alors, anecdote personnelle, à 15 ans, mes parents nous ont amenés en Afrique, au Cameroun, à Minta, qui est un petit village associé à notre ville, Saint-Bruno, dans le temps. Et donc, nos parents nous amènent, quatre enfants, vivent dans un village pendant 3 semaines, un village où il y a des maisons de terre, où les gens n'ont rien, sauf ce qui pousse autour d'eux. Ils n'ont pas de bien-être social, ils ont quelques bêtes. Et moi, j'y vais avec cette idée, quand j'y repense, avec cette idée que je m'en vais aider les petits pauvres. Et je suis revenue transformée de cette expérience-là. À 15 ans, j'ai compris que la richesse, ça n'a rien à voir avec ce qu'on possède comme bien matériel. Ça n'a rien à voir avec l'argent même. Ces gens-là étaient plus généreux qu'on pouvait l'être. Ils nous apportaient des fruits, des légumes qu'ils avaient cueillis. Alors que nous, qu'est-ce qu'on pouvait leur offrir? Mon fils a appris ça en passant. Je l'ai amené à mon tour. Il avait 7, 8 ans à Madagascar, puis il est arrivé avec des jouets et il a observé, puis on a observé ensemble les enfants qui jouaient avec des pierres, avec rien. Je sais pas si les jeunes d'aujourd'hui peuvent imaginer n'avoir aucun jouet, puis être heureux quand même. Donc, je suis revenue transformer aussi en réalisant que ces gens-là qui avaient rien étaient moins stressés, plus heureux que nous, étaient joyeux naturellement. Et l'un des apprentissages que j'ai fait, c'est en lien avec le fait que c'est un peuple polygame. Et j'avais 15 ans, j'étais curieuse comme maintenant, et puis on a discuté avec les femmes qui étaient là-bas, et le souvenir que j'en ai, c'est qu'elles m'ont raconté de façon très sincère
Et c'était pour moi un défi de, de, de ne pas juger. Elles m'ont raconté que, en fait, elles ne prendraient pas notre place. Elles ne souhaitaient pas dormir avec leur homme toutes les nuits, avoir à faire l'amour aussi souvent. Mais de leur point de vue, des femmes que j'ai rencontrées au Cameroun, à Minta, elles voyaient ça comme avantageux de passer des nuits seules. Elles ne se voyaient pas avoir à élever leurs enfants seules. Elles étaient contentes d'être entourées, de partager cette tâche de veiller à leurs enfants avec d'autres. Elles étaient heureuses de pouvoir partager l'occupation principale qui était de faire à manger parce que, imaginez une hutte avec la terre, une seule pièce, tout le monde qui partage cette natte au sol ou quelques habitations et il n'y avait pas grand entretien à faire de maison. C'était vraiment cueillir, s'occuper des bêtes, faire à manger. Donc, c'est pas qu'il n'y avait pas de conflit, évidemment, entre eux de temps en temps, entre elles plutôt, mais elles étaient satisfaites de cette vie, tout autant qu'on peut l'être nous, à vivre une relation monogame. Alors, une question qui reste à mon esprit, c'est qu'est-ce qui est naturel et sur quoi ou qui a été, on dit brainwashé, qui a subi un lavage de cerveau pour juger un peuple ou l'autre, pour considérer que la monogamie c'est bien, la polygamie c'est mal, ou peut-être l'inverse, vous allez dire, pour considérer que la monogamie, ben c'est pas aussi intéressant que la polygamie. J'ai pas entendu dans l'histoire de ces femmes-là les histoires qu'on me raconte au sujet de l'exploitation de la femme. C'est Et parlant d'exploitation, j'ai un autre exemple qui est plus récent et qui est en lien avec les peuples musulmans. J'ai fait des cours de suédois avec des immigrants qui sont pour la plupart musulmans. Et j'étais curieuse encore une fois et j'ai posé la question lors d'une pause, mais pourquoi vous portez un voile? Parce que moi, comme occidentale, j'ai ces préjugés-là. Hein. On m'a bourré le crâne de préjugés en me montrant des extrémistes musulmans, des hommes qui exploitent des femmes, qui les obligent à porter un voile, des femmes qui ne peuvent pas rien faire, qui sont pas libres. J'ai toutes ces images-là. Et ces images, ces reportages, ces documentaires supportent ou appuient les lois qui existent ici en Occident. Et là, je me retrouve avec elle en Suède et on parle très librement. Et elles me disent, et je les crois, elles me disent que, ben, en Suède, elles peuvent choisir de porter ou pas un voile. Et d'ailleurs, il y en a parmi elles qui en portent pas, d'autres qui en portent. Et qu'elles font ce choix-là et qu'elles sont blessées par le fait que je crois qu'elles sont soumises à leur mari. Elles sont blessées par le jugement que j'ai à l'égard de leur culture. Et il n'y a pas que ce qu'elles me disent, mais je peux observer leur sincérité, je peux observer en fait plus de sensualité dans ce qu'elle me raconte et même quand l'une d'elles me dit comment son homme est un bon amant, je peux voir dans ses yeux comment elle apprécie ses relations avec son homme. J'ai vu plus de tendresse à l'égard j'ai observé les femmes, les hommes avec leurs enfants et j'ai vu plus de tendresse dans leur échange que je peux en voir maintenant en Occident avec une hypersexualisation en Occident, se montrer la bédaine, se montrer les seins. Et ça, à côté une pudeur, elle me disait, c'est partie de mon corps parce qu'elle porte le voile, mais elle porte aussi, certaines d'entre elles, des vêtements amples. Mon corps, j'ai envie de le partager dans l'intimité de mon foyer, avec ma famille, avec mon mari, avec mes enfants. Et oui, c'est une culture, c'est une tradition, mais je l'apprécie, la respecte. C'est ce qu'elles me disent. Alors, je compare ça, cette pudeur-là, cette intimité-là, cette sensualité-là, à ce qui est devenu notre sexualité en Occident, à ces techniques, à ces appareils, à ces vidéos
Et je me pose la même question, qui est-ce qui a été brainwashé? Comment on a appris à faire l'amour d'une certaine façon qui est plus naturelle? C'est vraiment une occasion très intéressante, une super occasion pour nous de se poser des questions et surtout de faire la paix. Je vais, je vais finir là-dessus parce que le jugement, pour moi, il est tellement omniprésent. Et à la différence, ben, tiens, je vais vous parler des animaux. Une petite parenthèse avant de terminer, parce que, bon, vous allez dire, on n'est pas comme les animaux, on n'est pas comme les végétaux, mais il demeure qu'on est des êtres vivants et qu'on peut apprendre d'eux. Et quand j'observe les animaux et que je mets ça en perspective avec nos choix, nos valeurs, nos lois, j'observe d'une part que les oiseaux sont monogames. Alors, ça peut nous rassurer dans nos choix en Occident. Les oiseaux sont monogames, mais ils ont le ciel à eux. Ils ont le ciel à eux. Quelle différence! Parce que dans un bureau de psy, les couples, ce qu'ils rapportent, c'est pas qu'ils ne s'aiment plus, bien que parfois ils sont rendus là, c'est que l'amour qui était là au début a été usé par toutes les décisions qu'ils ont eu à prendre dans cet espace restreint qu'est une maison, qui pourrait être par analogie considérée comme ça nous protège, mais ça peut être une cage, une prison aussi. Et dans cette cage, on va dire dans cette maison, on a à prendre des décisions toujours ensemble. C'est difficile. C'est ça qui finit par user l'amour. C'est le quotidien, c'est la vie continuelle avec l'autre. On est saturé de l'autre, on est saturé de sa présence, de ses compromis, de ses sacrifices. Alors, avoir le ciel à eux, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que ça représente pour vous comme différence par rapport à la vie qu'on a, la vie commune qu'on a en ce moment? Je nous souhaite de retrouver la vie, je nous souhaite je nous souhaite de retrouver le ciel dans nos relations, l'accès au ciel, à cet espace de liberté. Alors, mais nous ne sommes pas des oiseaux, nous sommes des mammifères, paraît-il, selon Wikipédia. On ressemble plus à des mammifères qu'à des oiseaux. Et les mammifères sont polygames. Polygames, on a juste à penser aux taureaux, aux chevreuils, aux animaux aux chevaux. Ils vivent ensemble, mais ils sont polygames. Bon, les insectes, les insectes sont, certains sont polyandriques. Polyandriques, c'est-à-dire qu'une femelle va avoir une abeille, une reine abeille, une reine fourmi va avoir plusieurs concubins. Et puis, le sort qui est réservé aux concubins, c'est pas Jojo. On peut prendre cette perspective, on peut en rire aussi, rire de soi. Mais revenir aussi en se posant la question, ben, qu'est-ce qu'on est, nous? Quelle est notre nature? Et dans l'espèce humaine, quelle est notre nature personnelle, individuelle? Mais s'il y a une chose qui est importante pour moi concernant la nature, les animaux, les végétaux, c'est que quand je marche dans la nature, je ne me sens pas jugée. Aucun jugement sur ce que je pense, ce que je fais. De ça, on peut apprendre beaucoup. Vivre ensemble sans se juger. Sans juger parce qu'on le sait que ce qu'on pense et comment on vit, ça vient de l'information qu'on reçoit, une information qui est biaisée, qui est manipulée, qui ne correspond pas à notre nature. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'amour.
Je vais m'installer ici pour faire la troisième partie de ma conférence en juin qui porte sur la vie. Et c'est une partie que j'aime faire parce qu'elle me réjouit. Je commence par vous partager une expérience que j'ai eue, mais que vous avez eue sûrement aussi, là, au printemps. Je suis, en sortant de chez moi, je suis tombée sur un pissenlit, mais vous savez, un pissenlit qui est à la fin de sa vie et qui a des aigrettes qu'on appelle, c'est-à-dire vous savez, la petite mousse qu'il y a au-dessus et qui fait que quand on souffle, ça part au vent. Alors, je ne sais pas si vous avez pris le temps d'observer cette organisation incroyable. C'est tout organisé comme une boule sur le pissenlit et chaque aigrette est en forme de parasol avec une tige, puis au bout de la tige, quelque chose de plus pesant qui se plante au sol quand ça vole et qui permet de se propager sur votre terrain. Alors, la vie, elle s'arrange pour se recréer. J'étais impressionnée en voyant l'organisation des aigrettes, puis chaque aigrette, sa forme qui était aérodynamique et qui est fait tellement bien pour se planter puis se reproduire. Au printemps aussi, je vais vous donner quelques exemples de ce que j'ai vécu pour vous partager trois réflexions que j'ai eues concernant la vie. Alors, au printemps, je remarquais que sur mon sol, je regarde en avant, excusez-moi, parce que en avant, c'est là que j'ai vu ça. C'était ça. Vous voyez le feu, vous voyez un petit bout du feu des pierres que j'ai mis là pour le feu. Il y a mon puits, puis il y a un arbre, puis j'aime beaucoup le voir et l'approcher aussi dans sa danse. Vous voyez les branches qui dansent au vent. Et c'est là que se tient souvent les oiseaux. Et les petites fleurs, c'est de ça que je voulais vous parler. Il y a des tales de petites fleurs blanches au printemps. Et je remarquais qu'elles étaient tous comme ça, ouvertes et tournées vers le soleil. Toutes sauf une ou deux, en fait, qui étaient pas tournées vers le soleil ou qui étaient fermées. Et puis quand le mauvais temps s'en venait, je les voyais fermées. La table de petites fleurs était fermée. Et ça m'a vraiment impressionnée parce que, bon, d'une part, je sais pas si vous faites comme moi des liens avec l'humanité. Toutes les petites fleurs étaient ouvertes, sauf quelques-unes. Toutes les petites fleurs étaient tournées vers le soleil, sauf quelques-unes qui étaient tournées, qui regardaient ailleurs, qui suivaient pas. Mais ça m'a donné l'impression que certaines avaient une personnalité. En fait, que toutes avaient une personnalité qui s'exprimait dans ce comportement-là, mais peut-être que c'est juste une fantaisie que j'ai, mais ça m'a éclairé sur la vie. Et aussi qu'il y avait une forme de communication entre les fleurs et puis le temps. Et pas une communication du genre je vous dis quoi faire puis vous le faites, là. C'était vraiment un genre de création d'ensemble. Il fait beau, on s'ouvre. Il fait moins beau, on se referme. Ensuite, autre exemple, dans, euh, dans le champ en arrière. Alors, je l'ai coupé l'année passée. Et mon voisin, qui a des abeilles, est venu manger un jour chez moi, puis il me disait que dans ce champ, il y a des fleurs qui nourrissent les abeilles. Et cette année, j'ai décidé de laisser pousser le champ. J'apprivoise la nature en faisant un compromis entre ce que je considère être une bonne citoyenne et faire en sorte que mon parterre soit beau selon certains critères et laisser la nature s'exprimer naturellement. Et donc, cette année, j'ai laissé le champ pousser. Et ben, c'est extraordinaire parce que dans ce champ-là, il y avait des framboises qui repoussent cette année. Et quand je parle de communication entre le temps et les fleurs, j'ai envie de dire aussi, j'ai envie de dire que la nature, elle,
D'abord, elle donne, elle est altruiste, elle donne, les fleurs nourrissent les abeilles, les framboises me nourrissent, puis elle pardonne, les framboises sont poussées, même si je les ai coupées l'année passée. Quelque chose de l'ordre. Cette force de vie est plus importante que n'importe quoi, que n'importe quel geste destructeur d'un humain, à une petite échelle puis à une grande échelle. Un autre exemple, je suis arrivée au printemps, puis j'ai voulu faire un jardin. J'étais toute excitée, puis je me disais, OK, par cohérence, je vais faire un jardin, je vais expérimenter ce que c'est de produire la vie, de me nourrir de mon jardin. Et j'ai planté trop vite. J'ai acheté des plants, je les ai mis en terre, puis là, il a gelé. Alors, j'ai perdu certains de mes plants. Mais tout autour de moi, de chez moi, poussaient, juste au bon moment, des groseilles, des fraises, des framboises, des cerises dans un arbre. Juste au bon moment. Au même moment, au printemps, les oiseaux font des bébés. Juste au bon moment parce que les bébés vont, les oisillons vont se renforcer avant l'hiver. Quelqu'un qui me faisait remarquer que le sol est toujours couvert en Occident, il n'est pas nu, et m'a suggéré de mettre du paillis dans mon jardin. Alors, tout ça pour dire que la nature nous apprend à jardiner. Et il y a un petit proverbe japonais, je crois, ou en tout cas asiatique, qui disait, la nature ne se presse pas, mais tout est accompli. La nature se presse pas comme moi, qui veut planter vite au printemps, mais tout est accompli. Alors, trois choses sur la vie que j'observe. La première, c'est absolument intelligent. La vie est absolument intelligente. C'est fleurs qui nourrissent, qui poussent au bon moment, qui interagissent, qui communiquent ensemble. C'est intelligent et jusqu'à un certain point, je dirais, c'est parfait. Et c'est de cette perfection dont j'ai envie de parler parce que, en référence aux expériences de mort imminente, vous savez, il y a des gens qui meurent cliniquement et qui reviennent à la vie, mais il y a aussi des gens qui souffrent beaucoup sur Terre et qui font une expérience de conscience modifiée ou qui, d'une manière ou d'une autre, font cette expérience-là et voient la vie d'une autre façon. Et ces gens vont faire l'expérience de la perfection. Ils vont pouvoir connecter avec une perfection dont on n'a pas accès en général dans notre quotidien. Pas juste la perfection, ils racontent qu'ils accèdent à la connaissance absolue, qu'ils contactent un amour qui est incomparable à l'amour conjugal, par exemple. C'est un amour qui vient de la lumière et tout ça. Ils font une expérience. Et cette expérience est possible, si je parle des expériences de mort imminente, est possible, ou en tout cas, elle est vécue lorsque l'esprit quitte le corps et s'élève. C'est ce qui est raconté. S'élève, c'est important parce que ils nous racontent pas que l'esprit va en dessous de leur corps, il monte vers le haut. Et pour ça, on pourrait penser que l'expérience et la perception qu'ils ont est en lien avec la dimension, une dimension qui est autre, comme celle de l'eau. Vous savez, l'eau a une forme à une certaine dimension et quand elle s'élève, elle devient vapeur. Alors, bon, en tout cas, il y a une transformation qui fait que en haut, l'eau est vapeur, puis en bas, l'eau est liquide ou est glace, par exemple, est solide. Et on peut penser que l'expérience qu'on vit quand l'esprit quitte le corps est du même ordre. C'est un changement de dimension qui nous permet de fusionner avec la connaissance absolue ou avec la vie, l'amour, la beauté. Et ils font l'expérience de la perfection. Ils perçoivent cette perfection. Et là, je me suis posé une question et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous et qui est une forme de réflexion que j'ai, c'est se pourrait-il que l'expérience de la perfection, ces gens-là l'ont en changeant de dimension, mais aussi peut-être en quittant le conditionnement, en revenant vers leur nature originelle. Cette supposition-là de dire je contacte la perfection en quittant le conditionnement suppose qu'on pourrait peut-être vivre cette expérience sur Terre. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être vécu. Il y a des moments de lâcher prise devant un arbre, par exemple, ou un animal ou un enfant,
où on connecte avec cette perception de la perfection, avec un sentiment d'amour et de bonheur incroyable, dans le lâcher-prise. Et donc, j'ai envie de proposer que l'idée de se déconditionner peu à peu pourrait nous permettre d'accéder plus souvent à cet état de béatitude connecté à la perfection, à la perception de la perfection, même en étant sur Terre. Alors, je ne sais pas si vous me suivez, c'est que j'ai réalisé que quand on prend le temps d'observer la nature, on prend conscience de cette perfection, de cette beauté, et souvent vient un sentiment de bonheur et d'amour. Et c'est on pourrait dire, une petite expérience à côté de la méga expérience qu'on vit lorsque l'esprit quitte le corps et connecte avec l'autre dimension, on va dire. Ce qui est intéressant pour nous, c'est dans ce dilemme que l'on vit en étant conditionné et en pensant que être naturel, ça nous mènerait au chaos. Peut-être que c'est l'inverse en fait, que c'est en revenant vers notre nature, en quittant progressivement le conditionnement, qu'on vivrait davantage l'harmonie, la perfection, l'équilibre. Comment quitter le conditionnement? Comment vivre le lâcher-prise? Comment être plus dans l'observation, la contemplation pour vivre cette expérience-là? À votre façon, vous avez tous une façon de le faire. Je l'ai en étant dans la nature. Vous l'avez comment? Vous pouvez répondre à cette question-là. Il y a un petit truc qu'on donnait quand j'étais psychologue et que j'étais avec des gens qui avaient beaucoup, beaucoup à faire, qui étaient dans la diversion totale, dans le jeu de société et qui pouvaient les aider à revenir vers la simplicité, vers les priorités de leur vie. Je leur disais, faites 3 colonnes. Une colonne qui comprend ce que vous faites qui est important. Une autre colonne qui comprend les choses que vous considérez comme très importantes. Puis une dernière colonne de choses que vous considérez comme essentielles. Et tentez, au fur et à mesure, progressivement, de laisser tomber certaines choses que vous faites, que vous considérez comme importantes, pour peu à peu revenir vers la plus grande simplicité possible, pour alléger votre vie et avoir la disponibilité d'être en connexion avec ce qui est une priorité pour vous et dans ce que je vous explique en ce moment, ce qui est essentiel, ce qui est connecté à la vie, qui nous apporte ce sentiment de béatitude. Deuxième chose que je veux partager, à partir d'un exemple ici, là où j'habite en Suède, je vais essayer de vous le remontrer. J'habite sur une falaise. Je ne sais pas si vous allez voir au fond. Au fond, vous voyez peut-être au loin, il y a des pierres. Là où il y a un espace, c'est un mur de pierre. Et tout en bas se trouve un lac. Je suis à peu près à 150 mètres du lac en hauteur. Et donc, sur la falaise, je vais vous le montrer concrètement, il y a beaucoup de vent. Aujourd'hui, c'est une journée venteuse. Et vous voyez justement le foyer que j'ai fait avec des pierres. Et comme j'habite sur un terrain qui a été abandonné pendant 30 ans, les arbres ont poussé. C'est une ancienne ferme. Les arbres ont poussé, je fais du ménage et donc je fais souvent des feux de camp. Parce qu'ici, en Suède, les feux de camp sont permis. Sont permis. Je vous le dis, mon Dieu, je trouve ça tellement aberrant d'interdire les feux de camp au Canada, au Québec. À chaque fois que je fais un feu, j'ai un sentiment de liberté, de faire ce que je veux sur mon terrain et de faire quelque chose que je crois qui ne nuit pas à la terre. Donc, je fais un feu et j'ai appris à travailler avec le vent pour faire mon feu. Et j'ai découvert que, bien qu'il vente, mettons qu'il vente beaucoup ou qu'il vente peu importe. On a l'idée que quand ils vendent beaucoup, ils vendent. Ils vendent tout le temps. Ou quand ils vendent peu, qu'ils vendent peu tout le temps. Mais c'est pas comme ça. C'est le vent respire. C'est-à-dire que le vent souffle
puis il se retire. Alors, même quand il vente beaucoup, il arrive que le vent se retire. C'est une respiration. Et j'ai appris à travailler avec le vent parce que quand le vent souffle, il attise mon feu et quand il se retire, c'est le temps pour moi de rajouter du bois. Et c'est comme ça que j'arrive à faire fonctionner mon feu de camp. Cette respiration-là m'a fait penser que tout respire. Nous respirons, le vent respire. Tout est un cycle. Ça souffle, ça se retire. On agit, on réfléchit. C'est le jour, c'est la nuit. C'est le printemps, c'est l'hiver. C'est un cycle continuel. Et ce cycle continuel me semble représenter la vie beaucoup plus que l'idée très mécanique qu'on en a, que la vie, c'est statique, c'est divisé, c'est isolé. Le mouvement de la vie qui est continuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début et de fin. Oui, une personne ou un animal ou un arbre va vivre, va naître et va mourir, mais cette vie va donner lieu à une autre vie, à une renaissance. C'est clair quand on voit un arbre, quand on laisse l'arbre mort au sol, il va faire de la mousse, des champignons, il va donner la naissance à d'autres petits arbres. Ce cycle continuel représente la vie et on peut supposer, si j'en déduis de ce que j'observe, une chose, c'est qu'il n'y a pas eu de début ni de fin à cette vie. On a essayé de donner une explication en imaginant un Bing Bang, Bing Bang, et on nous fait peur en nous parlant d'une fin de tout. Mais possiblement que la réalité, c'est bien plus une naissance et une mort d'un cycle, puis une renaissance. Possible qu'il n'y a jamais eu de début, qu'il n'y aura jamais de fin. Et pourquoi c'est important pour moi? Parce que quand on est habité par cette perspective de la vie, la peur ultime qui est engendrée par toute cette boîte de conditionnement, c'est la peur de la mort. Et si cette mort n'existe pas vraiment, comment ça changerait notre vision des choses? Comment ne plus avoir peur de la mort ferait en sorte qu'on soit moins facile à conditionner? Je ne sais pas quel âge vous avez, mais à mon âge, on prend du recul puis on se rend compte que cette grande crise qu'on vit en ce moment, elle n'est pas nouvelle, on en a vécu. À 20 ans, j'étais manifestée pour la paix au Central Park de New York. J'étais dans ces jeunes qui, après la révolution, révolution qui nous mettait à remettre en question la religion, qui remettait en question toutes les idées qu'on avait sur la sexualité. Cette passe-là, moi j'étais après cette passe-là et je me rends compte que j'étais dans une forme de renaissance qui était récupérée pour nous maintenir dans le jeu de société. Mais il y avait effectivement une fin de cycle, comme j'ai l'impression qu'il y a une fin de cycle en ce moment où on va remettre en question le système politique tel qu'il est. C'est-à-dire que le système politique, par ses représentants, il permet aux abus. La politique, c'est pas le système qui existe. La politique, c'est comment on fait pour avoir des relations entre nous et vivre sainement entre nous. Alors, c'est une grande remise en question de cette façon de faire qui est pas efficace, qui favorise certains et défavorise d'autres. Il va y avoir une remise en question de ça, de la science telle qu'on le fait en ce moment, la science qui est mercantile, qui est associée au marché. Il va y avoir une grande remise en question pour moi et cette idée de cycle nous permet d'accepter un peu mieux, de moins paniquer face à cette fin qu'on aperçoit, cette absurdité grandissante qui fait qu'on va remettre en question les choses. La troisième chose sur la vie que je veux partager avec vous, elle est toute nouvelle pour moi. Alors, je vais essayer de l'expliquer, peut-être avec maladresse et certainement que dans les mois, les années qui viennent, ça sera plus simple pour moi.
à l'expliquer. C'est une observation que j'ai faite à partir de plusieurs phénomènes, dont un, c'est, bon, je vous parle de la Suède, ben, j'y reviens parce que en Suède, c'est très, ce que je trouve très beau en Suède, c'est la nature. Il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup d'arbres, de forêts et il y a beaucoup de lacs. On peut penser qu'il y a des lacs à chaque coin de, à chaque tournant de route parce qu'il y a des routes sinueuses à la campagne. Puis, oups, on tourne un coin puis il y a un nouveau lac. C'est magnifique. Et en passant, il y a une entente implicite en Suède qui fait que chaque personne peut profiter de la nature. Si vous avez un grand terrain, les gens peuvent venir camper sur votre terrain. Les gens peuvent venir cueillir des bleuets. C'est permis. C'est pas permis, puis il y a un grand respect aussi qui vient avec le fait que les gens iront pas prendre des choses dans votre jardin. Mais si vous avez grand terrain, ils, euh, ils peuvent en profiter. Je trouve ça intéressant. C'est plus près de l'idée que la terre appartient à personne, en fait, là, et que les fruits appartiennent à tout le monde. Voilà. Alors, en Suède, c'est comme ça, mais les villes, du moins ce que j'ai remarqué jusqu'à maintenant, les villes sont particulières parce qu'il y a un mélange souvent de maisons et d'usines. C'est pas rare d'arriver dans une ville puis de voir à l'entrée une usine, puis après des maisons. Et quand j'ai fait mon road trip en Espagne dernièrement, j'ai aussi été émerveillée par les paysages, mais j'ai remarqué au loin souvent des usines. Et la vue d'usine me fait mal au cœur. Ça me blesse intérieurement parce que j'imagine le bétail, entre autres, qui travaille, c'est, qu'est-ce que je viens de dire là, qui sacrifie sa vie pour pour nos produits de consommation. Alors, j'imaginais les bêtes qui travaillaient le bétail et les humains. Puis je trouve ça assez particulier de vous dire ça parce que dans, euh, dans certains écrits, on va considérer que les hommes sont un peu comme du bétail à travailler pour une société de production et d'hyperconsommation qui est plus responsable de la pollution, à mon avis, que tout ce qu'on raconte dans les médias et qui fait qu'on accumule des produits sans cesse. Je, je faisais la remarque dernièrement que dans le temps, il n'y avait pas de poubelle parce qu'il n'y avait pas autant de matériel. Les gens avaient l'essentiel qu'ils gardaient toute leur vie. Il n'y avait pas de plastique, il n'y avait pas d'objets qui, au lieu de les réparer, on les jette et qui s'accumulent. Bon, alors à la vue de ces usines, je me suis mis à réfléchir parce que d'une part, il y a les usines qui me font mal au cœur, d'autre part, il y a les gens qui travaillent dans les usines et qui, certains me disent qu'ils sont satisfaits de leur vie parce que ils rencontrent du monde, ils se font des amis, ils ont du fun à la pause ou durant le travail, ils se sentent compétents, ils s'amusent en produisant des objets. Donc, ils mettent à contribution leurs compétences pour créer. J'entends donc leur expérience. Je vois aussi en dehors des usines tout plein de gens qui offrent de leur temps à leurs enfants, à des étrangers, à des gens qui en ont besoin, qui ont cette force, ce désir-là d'aider, de créer, de donner. Et ça m'a amené à considérer que nous avons tous, comme les êtres vivants, comme les arbres, comme les animaux, ce qu'on peut appeler une énergie de vie que l'on donne. Une énergie de vie. Nous sommes énergie parce que nous avons un corps qui prend de l'énergie des éléments de la Terre, qui le transforme et qui redonne ensuite cette énergie. Il y a tellement de choses qu'on ignore, à mon avis, au sujet de l'énergie. Mais nous ne sommes pas comme des batteries, c'est-à-dire nous ne sommes pas mécaniques. Cette énergie, et c'est là où je veux en venir pour le troisième élément que je veux partager, cette énergie, c'est et c'est là où je me sens maladroite quand je vais le dire, elle contient de l'amour. Elle contient toutes les particularités qu'on peut percevoir chez un être vivant qui se donne. Ça peut être de l'altruisme, de la générosité, de la bienveillance.
nous avons une énergie de vie et d'amour dès la naissance qui est canalisée dans le jeu de société, divertie, qui est transformée au profit de la production, profit des intérêts de certains. Mais cette énergie, naturellement, à la base, elle est probablement faite pour nous permettre de vivre et de contribuer à la vie et d'aimer et de donner. Et même si on peut se décourager par le jeu de société qui prend tellement d'ampleur, on peut considérer que cette énergie, elle est là, malgré tout. Elle est là, elle sera toujours là et elle aura toujours le dessus sur n'importe quelle volonté humaine destructrice. Et cette énergie, elle contient l'amour. C'est ça qui est particulier. Notre vision du monde, très mécanique, doit peu à peu s'ouvrir à la possibilité que nous ne sommes pas qu'une machine humaine, nous sommes aussi cet amour. Et tous les êtres vivants le sont. Donc, c'est ça, le troisième élément dont je voulais parler, c'est l'énergie de vie et d'amour. Il y avait Thierry Casasnovas qui disait dernièrement, imaginez si toutes les institutions, systèmes, on va dire, j'ajoute, dans le jeu de société, si toutes les organisations étaient canalisées, je le dis dans mes mots, là, vers la vie, vers le vivant. Alors, lui s'intéresse à la politique de ce temps-ci. Imaginez une politique orientée vers le vivant. Imaginez une médecine orientée vers le vivant, une psychologie, euh, un marché orienté vers le vivant, une éducation orientée vers le vivant. Imaginez la différence que ça ferait. Imaginez, et là je rajoute ça, imaginez si tous les médias traditionnels ou sociaux présentaient la vie dans ce qu'elle a de beau, de bon et de bien. Quelle différence ça ferait sur nous? Imaginez la vision qu'on aurait de nous. Ah, voilà, la conférence se termine en parlant de la fête. Et la question pour initier ou introduire cette partie, c'est de vous demander, est-ce que, compte tenu que c'est le chaos, une période qu'on trouve un peu confuse, avec perte de repères, peut-être même une peur de l'avenir, est-ce que, compte tenu du chaos, on devrait, se décourager, être en colère, haïr, détester, vouloir se revenger, ou est-ce qu'on doit se réjouir? Est-ce que c'est un mal nécessaire? Je ne sais pas ce que vous pensez. Et je ne sais pas ce que vous vivez. Peut-être que vous avez de la colère, de la haine, du découragement, de l'impatience en vous. Et si tel est le cas, j'ai envie de vous partager une petite phrase que j'ai entendue de Dieudonné, qui est que le rire, c'est quelque chose que nos maîtres ne supportent pas. C'est, c'est les gens qui créent le jeu de société, qui font toutes ces choses absurdes que vous voyez passer, absurdes, malsaines. Ils n'aiment pas vous voir rire et sourire. Et ça peut devenir un genre de revanche. Puis si ça peut vous aider à sortir de votre colère, j'ai envie de vous le proposer, de fêter, d'aimer, d'avoir du fun, de ne pas prendre la vie trop au sérieux parfois. J'ai une pensée pour Robert Béliveau puis Chantal, sa conjointe, avec qui je parle de temps en temps. Et puis, je parle des grandes crises, donc du chaos qui est important, mais je peux aussi, dans une moindre mesure, vous partager ce que Robert ou d'autres vivent.
Robert, il est poursuivi par le Collège des médecins pour avoir dit ce qu'il pensait, dit ce qu'il pensait, puis l'information qui circulait et dont il était au fait. Et il met beaucoup de temps là-dessus, puis il est conscient, puis Chantal aussi, on est conscient que c'est une vraie diversion, là, c'est fait pour l'user, pour le décourager. Mais il me disait que ce qui était le plus important dans ce qu'il vivait, c'était le fun qu'il avait avec ses collègues quand il prépare sa défense. Il y avait du fun, il y avait des fois des fous rires. Et c'est Chantal qui me disait qu'elle les entendait avoir des fous rires. Puis elle me disait aussi quelque chose que je trouve important que je vais rapporter et dont j'ai parlé tantôt, qui est l'amour. Puis elle me disait, l'amour sauvera le monde. C'est vrai, l'amour sauvera le monde. Au-delà de toutes ces guerres et guéguerres qu'on vit là, en ce moment, ces offensives, ces défensives, ces jeux que l'on joue en étant des acteurs, au-delà de tout ça, c'est l'amour qui va sauver le monde. C'est pas tel personnage politique, c'est pas telle action, c'est notre capacité d'aimer. Alors, ben, je parle de guerre. Quand la dite pandémie a commencé, j'ai eu une idée. Il y a une pensée qui m'est venue au sujet des guerres antérieures. Quand même cocasse, on ne savait pas tout ce qu'on savait. Et pour moi, c'était clair que c'était une forme de guerre. Et je me suis rappelé que dans ces périodes de violence incroyable, de famine, de moments hyper difficiles, il y avait des gens qui, contre toute attente, avaient des gestes hyper altruistes, même à l'égard de ceux qui étaient considérés comme leurs ennemis. C'était des moments où certaines personnes retrouvaient leur foi. Alors, je parlais des guerres antérieures, puis ces gens-là qui, dans des moments horribles, ont montré le meilleur d'eux-mêmes. Alors, je me disais, ah, c'est intéressant parce que la dite, la crise qu'on vit en ce moment, le chaos qu'on vit en ce moment nous force peut-être, d'une part, oui, à penser par nous-mêmes, mais peut-être aussi à montrer le meilleur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité qui nous amène à retrouver notre authenticité, qui nous rapproche de la vie. S'il n'y avait pas cette nécessité, si on était dans nos vieilles pantoufles à faire ce qu'on était supposé faire, c'est-à-dire attendre tranquillement notre retraite, puis voyager, penser à nous, gâter nos enfants. Mais là, il y a tellement quelque chose d'absurde et de malsain qui se passe dans le monde qu'on est poussé à ajouter à ça peut-être des choses qu'on n'aurait pas faites avant. Dire ce qu'on pense, prendre des décisions qui vont à l'encontre des recommandations, euh, sortir de notre zone de confort et peut-être montrer le meilleur de nous-mêmes. Maintenant, sur l'avenir, parce que, je ne sais pas, mais peut-être certains d'entre vous avaient peur de l'avenir. Et puis, c'est normal. Je veux dire, je crois que ce qui est voulu, c'est ça, entre autres. Je ris parce que je me rends compte que le décor que j'ai derrière moi, il est tel que je suis dans le fond. J'ai pas cherché à changer les choses. Puis vous avez là ce que j'utilise pour sécher mon linge devant le gros foyer blanc que vous voyez. C'est sûrement un thème sur lequel je vais revenir un jour, cette simplicité d'être, cette authenticité, plutôt que, et à l'inverse même de tout ce qui est artificiel et qui est proposé par le jeu de société. Mais je reviens à ce que je disais. Cette fête qui est si importante et cette fête malgré la peur de l'avenir qu'on peut avoir. Parce que je ne sais pas ce que vous pensez de l'avenir. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'informations qui visent à nous faire peur et entre autres de l'avenir, toutes ces images qu'on nous présente sur ce que va devenir ou ce qu'ils veulent que devienne notre monde.
Mais qu'est-ce qu'il va devenir au juste à court, moyen et long terme? Alors, je pars d'un exemple pour vous parler de ce que je pense. J'étais à l'université à la fin de ma carrière, puis on a commencé à engager des nouveaux profs qui refusaient de faire des heures supplémentaires. Ils ne voulaient pas travailler la fin de semaine ni le soir. Et moi, j'étais scandalisée à l'époque parce que je criais à l'injustice. Mon Dieu, j'avais passé tellement de temps à travailler pour cette institution qu'est l'université. Et quelques années plus tard, j'ai reconnu qu'ils avaient raison. Ils n'avaient pas ce sentiment d'engagement comme j'avais eu à l'égard de l'institution. L'engagement qu'ils avaient, c'était à l'égard de leurs enfants, c'était des jeunes familles, des jeunes parents, à l'égard de leur qualité de vie. Ben, c'est ça, avec du recul, je me rendais compte qu'ils avaient une valeur qui est tout à fait naturelle et qui confrontait la culture professionnelle en place qui était de se consacrer à l'institution et parfois même oublier ce qui était vraiment important dans nos vies, qui est nos proches, notre propre vie, notre propre santé. Alors, sur ma part ou sur votre part de l'avenir, ce que j'ai envie de dire, c'est que on peut avoir confiance dans les futures générations. Deux possibilités. Une possibilité, c'est qu'ils refusent cette société remplie de contraintes et d'exigences et qu'ils expriment ce refus-là. Et on le sait, si vous vous intéressez à la notion de propagande, vous savez que le pouvoir ultime repose sur les gens, sur le grand nombre. Soit ils refusent, ou encore ils vont aller eux-mêmes aussi loin en acceptant ces contraintes, ces exigences, et il y aura nécessairement un rebound, un rebondissement, et il y aura cette volonté d'aller à l'autre extrême, parce que c'est souvent un genre de pendule qui oscille entre une extrémité et l'autre, et il y aura cette réaction de vouloir une société plus libre. Après combien de temps, on ne sait pas. Mais éventuellement, ce que j'imagine, c'est qu'on regardera la période industrielle et post-industrielle un peu comme à l'image de La Belle Verte. Vous savez, ce film d'une société venue d'une autre planète, qui sont des humains, mais qui reviennent sur Terre un peu par obligation pour constater comment on n'est pas rendu loin et qui vivent selon des valeurs vraiment très naturelles et qui regarderont donc cette période-là comme étant dépassée et diront, ben, à cette époque-là, on ne vivait pas avec la conscience de cette énergie d'amour qu'on a à l'intérieur de nous, cette énergie de vie et d'amour. C'est ce que j'imagine. Aujourd'hui, on fête donc parce que c'est l'occasion d'une renaissance, d'un retour, d'une reconnexion avec la vie. C'est l'occasion de faire la paix avec notre nature qui est bonne à la base. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, il disait, il n'y a pas de perversité originelle, c'est-à-dire que l'homme naît bon. C'est à travers l'institution, les institutions, le jeu de société, c'est ce que je rajoute là, qu'il devient méchant. Quand on est capable de reconnaître ça et de retourner vers cette nature, on peut faire la paix avec qui nous sommes, avec qui sont les gens et cesser d'avoir des jugements, ou du moins considérer que le jugement qu'on a ou le comportement que les gens ont ou le nôtre, il vient de cette information qui se trouve dans la boîte, mais qu'à l'origine, nous ne sommes pas comme ça et à l'origine, ce qui nous unit, c'est cet amour-là qui est à la base de notre vie. Alors, ben merci la crise de nous ramener à ça. Je propose que notre nature est à l'image de la nature qu'on peut observer à l'extérieur, dans tout ce qu'elle a de bon, de bien et de beau. Je termine aussi en disant merci à cette vie. Je crois que dans l'expérience qu'on peut avoir ponctuellement, cette expérience de grand bonheur, de grand amour qu'on sent au contact de la vie, on éprouve aussi une gratitude. Mais j'ai l'impression que le sentiment de gratitude, il est naturel, que probablement avec le fait
donner, de se donner, vient aussi la reconnaissance de recevoir et d'être qui l'on est et d'être cette perfection qu'on peut voir dans tous les êtres vivants. Alors merci la vie, puis je termine en disant merci à vous parce que dans cette conférence, vous avez été nombreux à venir. Merci de m'avoir offert le privilège d'être écouté. Merci d'être là, qui fait en sorte que les gens qui sont avec nous, moi-même, on ne se sent pas fou ni seul. Nous sommes tous conditionnés, nous sommes tous en démarche, grâce à cette occasion qu'on vit, une démarche de déconditionnement. Et je suis sûre que dans quelques temps, je parlerai d'autres choses, parce que moi-même, je serai plus déconditionnée. Et je rendrai plus grâce à cette vie, de plus en plus. En ce moment, je vais terminer un peu comme j'ai commencé. Je suis très consciente de tout ce qui se passe ou ce qui est montré dans le monde, qui attire notre attention, qui baisse notre, il y en a qui le diraient, baisse notre vibration, mais effectivement nous fait nous sentir un mal-être. Et en parallèle, tout ce qui existe, qui est si beau, il nous fait sentir ce bien-être. Et on marche avec ces deux expériences et au milieu de ça, il y a chaque être vivant qui est si beau, qui est à l'image de cette perfection et qui porte cette capacité, cette volonté d'aimer et d'être aimé de façon plus ou moins maladroite et qui peut apprendre à aimer mieux et en commençant par nous-mêmes. Alors je vous dis merci.